Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire appel à projet mensuel organisé par Systématique. Aujourd'hui, le programme de ce webinaire se déroulera en 3 temps. Une première partie avec l'intervention de Pierre Foulquier, chef du bureau du développement des PME défense de la DGA, interviendra pour nous présenter le diagramme cyberdéfense, le diagnostic, cyberdéfense. Une deuxième partie sur les challenges IA financés par la région et aussi sur le volet national, les challenges IA mobilité, présenté par Johan Doz, responsable innovation chez Systématique, et une troisième partie sur les appels à projets européens. Donc ce webinaire, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions en utilisant l'onglet questions en bas à droite de votre écran qui est dédié à ça. Vous avez également la possibilité de télécharger les slides pendant toute la session du webinaire et une présentation des documents complémentaires vous sera envoyée également après le webinaire sur le volet cyber et défense. Donc, j'invite Pierre Foulquier à prendre la parole. Bonjour à tous. Et je vous souhaite un bon webinaire. Au revoir. Donc, bonjour à tous, merci à Systématique pour cette invitation. Effectivement, en introduction de cette journée, mon propos va être de rappeler un petit peu le contexte dans lequel évoluent les entreprises et les PME de défense et surtout la manière dont certaines d'entre elles peuvent être soutenues dans un chantier de cybersécurisation. Alors effectivement, le titre de ma présentation est un petit peu et volontairement provoquant, parce que on est aujourd'hui dans une phase où l'intégralité des entreprises de la base industrielle et technologique de défense, dont certains d'entre vous peuvent faire partie, en étant sous-traitant d'un industriel tel que Thales, MBDA, Dassault, etc. Il y en a 9. Donc si vous êtes dans cette situation-là, alors les propos qui vont suivre vont vous intéresser parce que, d'une part, nous sommes dans une période où le niveau de maturité cyber devient un cadre de conformité pour nos entreprises de défense. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour aider les entreprises concernées et accélérer, le cas échéant, leur montée en maturité. Alors d'abord, rapidement, un petit point sur l'état de la menace. Alors, il s'est largement amplifié avec la crise ukrainienne. Pourquoi ? Parce que avant la crise ukrainienne, nous étions dans une logique plutôt de petite délinquance cyber et le fait qu'on soit entreprise de défense ou pas, à la limite, n'était pas forcément un caractère, enfin, ne mettait pas forcément en risque plus qu'autre chose, mais il y a, au travers du diagramme qui vous est présenté là, le schéma typique d'une attaque assez élaborée d'ailleurs, puisque des intérêts crapuleux, voire même, en l'occurrence, petit peu plus, puisqu'il s'agit de la Corée du Nord, avaient ou ont falsifié, entre guillemets, un logiciel très courant qui sont utilisés par les informaticiens, déployés dans beaucoup d'entreprises, et en introduisant de fait une espèce de porte dérobée dans ce logiciel, encore une fois très répandu, qui fait que toutes les entreprises qui utilisaient ce logiciel se sont retrouvées dans une position où ces assaillants pouvaient regarder ce qui se passait sur leur réseau. Donc ça, c'est illustratif d'une part d'un état de la menace qui, avant la crise ukrainienne, était très fort, qui concernait évidemment les entreprises les plus petites, les moins protégées, c'est le diagramme de gauche. Et dans le cadre de la crise ukrainienne, ça s'est largement amplifié, puisque la crainte que nous avons, nous, côté ministère des Armées, en tant qu'acheteur de systèmes complexes et qui mettent en œuvre toute une chaîne de sous-traitance, c'est le schéma qui est présenté là. La crainte, c'est que d'une part, nos programmes soient impactés en termes de délai et soient impactés en termes de sécurité des systèmes que nous livrons, nous, DGA, aux forces armées. Alors pourquoi ? Parce que dans une chaîne de sous-traitance et une chaîne de valeur de manière générale, on a effectivement souvent en rang 1 ou en rang 2 des sociétés derrière les grands industriels de l'armement qui sont assez denses, qu'on appelle des ETI. Et puis derrière, on a des entreprises beaucoup plus petites. Ça, c'est un schéma classique, évidemment. Et ce qui est encore aussi classique, c'est que
parfois ces entreprises sont très interconnectées entre elles, donc par le jeu de cloud ou de connexion directe Internet, et on est plutôt sur des réseaux sans couture, et c'est un peu le nuage qui est montré là. Ce qui veut dire que quand quelqu'un se fait tamponner un peu bas au niveau de la chaîne de sous-traitance, les donneurs d'ordre du niveau supérieur et leurs systèmes d'information sont aussi rendus vulnérables quasiment immédiatement. Donc ça, c'est la première difficulté, l'interconnexion numérique, digitale de plus en plus forte entre les partenaires industriels. Deuxième problème, c'est que dans notre base industrielle et technologique de défense, nous avons des acteurs industriels et sous-traitants qui sont très hauts dans la chaîne de valeur, alors que ce sont des petites entreprises. C'est une caractéristique française. La BITD française est composée, et c'est une force, d'entreprises à très haut niveau de compétences, mais assez petits, si on raisonne de manière en moyenne. Et donc, on peut avoir très haut dans les chaînes de valeur des entreprises toutes petites et donc qui, par construction, sont exposées aux attaques cyber. Alors, les attaques cyber, elles sont de deux types. D'abord, le fait qu'on puisse saboter, bloquer, entraver un outil industriel par le jeu de la cyber, d'une cyberattaque. Et c'est ce qui nous fait peur, ce que l'on craint et ce que l'on observe régulièrement. C'est-à-dire que des programmes majeurs et des sous-traitants de programmes majeurs et des sous-traitants majeurs de programmes majeurs sont impactés par une attaque cyber, ce qui leur permet, ce qui les empêche de livrer des produits semi-finis à leurs donneurs d'ordre, et donc en cascade des délais qui se rallongent. Donc ça, c'est le premier problème, et je vous fais pas un dessin, par les temps qui courent, où on a besoin de recompléter nos stocks sur certains équipements, ça nous met réellement en difficulté. Et l'autre menace auquel on cherche à juguler, c'est le fait que, comme nous avons des systèmes d'armes de plus en plus digitalisés, l'introduction de bombes logiques au travers d'un sous-traitant, très difficile à détecter parce que ces bombes logiques ont été introduites très, très loin dans la chaîne de valeur. Et donc, nous, nos ingénieurs, lorsqu'ils contrôlent les systèmes d'armes, si c'est très enfoui dans la couche numérique du système d'armes, ces bombes logiques sont très compliquées à détecter. Et l'effet final recherché pour l'assaillant, et là on parle plutôt d'assaillant d'ordre étatique, c'est de rendre nos systèmes d'armes dangereux pour nos propres forces. Donc ça, c'est la deuxième menace. Et puis la troisième menace que je n'ai pas indiquée, et qui est peut-être la plus importante, c'est le fait que notre écosystème industriel, par le biais de ces cyberattaques perpétrées par des intérêts plutôt gouvernementaux, se font complètement piquer leur savoir-faire, leur propriété intellectuelle. Et ce sont des opérations qui peuvent durer des mois, voire des années. C'est-à-dire que le fait que, sans le savoir, vous avez une porte ouverte vers quelqu'un et que toute votre R&D est captée. Ça aussi, c'est pas de la science-fiction. On a malheureusement à faire face à des attaques de ce type assez fréquemment dans les plusieurs centaines d'entreprises au sein des plusieurs centaines d'entreprises que nous supervisons. Donc en clair, une situation cyber qui, encore une fois, se tend de plus en plus et qui fait qu'au niveau DGA et ministère des Armées, on a dû prendre des mesures. Alors les mesures, quelles sont-elles? C'est aider et au-delà d'aider, imposer, appelons un chat, un niveau de maturité cyber à l'intégralité des acteurs industriels, petits ou gros, qui concourent à la réalisation d'un système d'armes. Et l'idée, c'est d'utiliser les cadres contractuels, le contrat, comme un levier de montée en maturité. Donc l'idée, ça a été d'imaginer un certain nombre d'exigences en termes d'état de maturité cyber qui pourraient être imposées à tout un vertical industriel, toute une chaîne de valeur. Alors avant tout au niveau du grand marché qui est passé par la DGA à un grand industriel, avec obligation pour celui-ci de faire ruisseler dans l'intégralité de sa chaîne de sous-traitance tout ou partie, ou en tout cas les exigences pertinentes nécessaires à la garantie
que ces partenaires industriels, même les indirects, sont d'un niveau cyber correct. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être vu dans le cadre, s'ils ont la chance ou s'ils sont en relation commerciale directe avec des grands industriels de l'armement, puisque on voit que dans les cahiers des charges, les contrats qui sont proposés à la signature, on voit de plus en plus apparaître des nouvelles dispositions en termes de niveau de maturité cyber de votre entreprise, avec un certain niveau à atteindre, ne serait-ce que pour participer à l'appel d'offres. Et ça va se généraliser. C'est-à-dire que les contrats qui impactent la réalisation d'un système d'armes, encore une fois, je ne parle pas simplement des contrats que la DGA passe à des grands industriels, mais je parle aussi et surtout des sous-contrats qui sont passés en droit privé entre acteurs. Mais à partir du moment où ces contrats concourent à la réalisation d'un système d'armes, alors ils sont en train d'évoluer pour embarquer des nouvelles dispositions par rapport à votre niveau de maturité cyber. Alors, de quoi on parle concrètement ? D'abord, on parle de quelque chose qui n'est pas neuf, dans différents cadres, dans différents pays. Il existe d'ores et déjà aujourd'hui différents référentiels qui permettent de mesurer la capacité d'une entreprise à tenir le choc si jamais elle était attaquée d'un point de vue cyber. Il y a évidemment le côté très normatif avec l'ISO et la norme 27000 qui s'est penchée sur le sujet. Mais plus près de nous, lorsqu'il s'est agi pour la filière aéronautique de se rendre un petit peu plus résiliente, elle a produit en France, au travers d'un programme qui s'appelle AirCyber, une série de référentiels qui permet de délivrer des macarons, bronze, silver, gold, et un programme associé pour aider les entreprises à monter en maturité selon les souhaits des donneurs d'ordre de l'aéronautique, Airbus, Safran en tête. Donc ça, ce sont des choses existantes. Et puis encore plus près de nous, les Américains et nos collègues ministères de la Défense anglais et américains ont sorti ces dernières années des référentiels normatifs qui imposent à tous les gens qui travaillent pour ces deux maisons, toutes les industries qui travaillent pour ces deux maisons, d'être à un certain niveau de maturité. Sinon, on ne peut plus travailler pour eux. Donc c'est cette voie-là que la France a décidé de prendre, c'est-à-dire répliquer ce schéma qui s'appelle Cyber Essential en Angleterre et puis CMMC aux États-Unis. On a décidé d'avoir la même approche en bâtissant un référentiel de maturité cyber avec, et ça c'est absolument essentiel à retenir, avec la quasi-intégralité des grands donneurs d'ordre industriels de l'armement. Je vous ai mis leur nom là sur les planches. Et qui ont accepté de co-construire avec le ministère des Armées et la NSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, un référentiel normatif. Alors, on ne part pas de la feuille blanche, il s'est surtout agi de prendre des référentiels existants et d'en prendre et de répartir les exigences de ces référentiels au sein d'un nouveau référentiel qui s'appelle le référentiel de maturité cyber, RMC, à 4 niveaux. Fondamental, basique, avancé, élevé, donc 4 niveaux cumulatifs qui correspondent en fait à des niveaux de maturité et de résilience de l'entreprise en fonction des prestations qui lui sont confiées. Ce référentiel, il est bâti classiquement avec des descriptions d'exigences. Il faut que vous ayez un document qui par exemple, cadre votre politique de sécurité en système d'information. Voilà. Il faut que vous ayez un processus d'enrôlement et de départ de vos salariés qui englobe le côté cyber. Donc ça, c'est plutôt de l'organisationnel. Et puis des choses un peu plus techniques. Mais au-delà des exigences, il y a, et ça c'est important pour vous, les preuves que vous devez, ou les types de preuves que vous devez apporter pour démontrer à un donneur d'ordre que vous êtes conforme à ces exigences. Donc, on a tenté de faire quelque chose qui soit relativement pédagogique, lisible, y compris par des non-experts, et qui soit aussi très clair sur quel type de preuve on attend pour pouvoir démontrer votre conformité. Alors, à ce stade aujourd'hui,
le référentiel qui est publié, alors c'est uniquement le premier niveau, qui est le niveau fondamental. Pourquoi? Parce que on s'est dit que il était complètement illusoire, compte tenu de l'état de la maturité cyber actuelle de la base industrielle de défense, de d'écrire tous les niveaux et d'imposer un niveau élevé à des entreprises qui n'étaient même pas capables d'avoir le niveau fondamental. Donc notre approche aujourd'hui, c'est d'imposer ou de d'amener les entreprises qui sont concernées au niveau fondamental, dans les délais les plus brefs, et ensuite les donneurs d'ordre, dans le cadre de la conduite du business as usual, c'est-à-dire de la conduite des affaires sous l'angle commercial, indiqueront aussi aux entreprises, le niveau fondamental par rapport aux prestations que je te confie, ça ne me suffit pas, je veux que tu sois basique, je veux que tu sois avancé, voire élevé. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les prochains mois vont être consacrés à amener tout le monde à une conformité, en tout cas toutes les entreprises qui sont dans le jeu, à un niveau de conformité fondamental. Autre point qui est important aussi, parce que c'est peut-être ça la bonne nouvelle aussi pour les entreprises, en tout cas, ou celles d'entre vous qui sont très concernés par le business défense, c'est qu'on va rechercher, on recherche au travers de ce niveau, de ce référentiel national, la possibilité d'être compatible avec des normes étrangères. C'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui fournisseur du département américain de la défense en étant fournisseur de rang 3 sur je ne sais quelle opération d'armement américaine, alors vous allez avoir des sollicitations des Américains pour vous démontrer votre conformité à leur propre référentiel. Et donc nous, ça nous embête parce qu'il peut y avoir des certificateurs américains ou des auditeurs américains, plus précisément, qui débarquent chez vous et qui vous demandent d'ouvrir le capot et de faire de manière à ce qu'ils puissent réaliser un audit. Donc pour empêcher ça, côté autorité française, on est en train de négocier des règles d'équivalence avec les Américains et bientôt avec les Anglais, de manière à ce que quelqu'un qui est à un certain niveau dans le référentiel national puisse être reconnu automatiquement par nos partenaires étrangers auprès de dans leur propre cadre de conformité. C'est ce qu'on appelle donc la cross-certification, de manière à éviter d'empiler les certifications et puis d'éviter aussi que des auditeurs étrangers débarquent chez vous. Voilà, donc avant de rentrer dans les moyens de vous accompagner au travers du DIAC Cyberdéfense, si vous partez de la feuille blanche ou pas très loin de la feuille blanche, voici un petit peu le raisonnement qu'il faut que vous ayez en tant que dirigeant d'entreprise. D'abord, il est urgent et nécessaire de faire venir un tiers pour objectivement qui vous donne un petit peu l'état de vos vulnérabilités au travers d'une analyse de risque. Ensuite, vous aurez forcément une liste au Père Noël à dérouler avec des priorités de manière à dérouler de la remédiation. Ce qu'on appelle la remédiation, c'est un plan d'amélioration de votre résilience cyber, de manière à pouvoir prétendre, le moment venu, à une certification. Et ça, c'est important parce que finalement, dans la relation commerciale que vous aurez avec vos partenaires futurs dans le domaine de la défense, il y aura quand même obligation de montrer patte blanche au travers d'un macaron délivré par un certificateur. Et puis après, le challenge, c'est de rester dans un niveau de sécurité acceptable. Et pour ça, il y a partout dans les territoires des centres de réponse à incidents qui commencent à éclore et qui permettent d'être en boucle courte auprès des entreprises, et notamment celles de la défense, pour qu'elles puissent rester à un niveau de sécurité, notamment en bénéficiant des dernières mises à jour, mais pas que. Donc c'est important aussi d'être dans l'écosystème de ces certes. Alors nous, vis-à-vis de ça, côté DGA, on a bien en tête que on peut pas rester uniquement dans un rôle de prescripteur et qu'il faut accompagner nos entreprises, notamment les PME, dans cette démarche. C'est pour ça qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans et demi avec BPI France un dispositif de financement qui permet en fait de vous faire prendre en charge 2 étapes essentielles telles que je viens de les décrire. D'abord une analyse de risque par un professionnel de la cyber, lequel va vous remettre votre plan de remédiation. En clair, votre plan d'action à dérouler et dans quel ordre.
Et puis, ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet de prestation que vous pouvez vous faire cofinancer, c'est le fait de vous accompagner en mode projet pour que les mesures de remédiation les plus critiques, les plus saillantes, puissent être, vous puissiez être coaché, aidé, épaulé pour mettre en œuvre ces mesures. Et puis à l'issue, pour que vous convainquiez quand même que tout ça a fait sens, par rapport au niveau de risque, hein, le prestataire va vous dire, en ayant fait ça, voici les risques que tu réduis dans ta structure. Alors comment ça marche? C'est un guichet de financement classique, hein, c'est l'argent de la DGA qui est confié à BPI France et c'est BPI France qui articule tout ça. La première chose à faire, c'est de nous demander, nous, côté à la DGA, aux affaires industrielles de la DGA, si votre entreprise, compte tenu des activités qu'elle a dans la défense, elle est éligible. Donc là, vous avez une réponse assez rapide sur ce point. Et si c'est le cas, vous avez des demandes, vous avez la possibilité de demander à un expert cyber qui a une qualification particulière qu'on appelle les PASI. PASI, ça veut dire prestataire d'audit en sécurité des systèmes d'information. C'est une labellisation par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de certains cabinets cyber. Il y en a une quarantaine, un peu plus maintenant en France. Et donc, nous, on a tenu à ce que ça soit ce type d'expert qui opère dans ce cadre-là. Donc, vous demandez à des experts PASI, dont on vous donne la liste, des propositions commerciales pour réaliser un diag cyberdéfense. Ils sont normalement tous au fait de ce que c'est qu'un diag cyberdéfense, quel est le cahier des charges du diag cyberdéfense en termes de prestations réalisées. Et dès que vous avez la proposition de ce cabinet, vous déposez votre demande de manière dématérialisée chez BPI, qui instruit ça et qui, aujourd'hui, le timing moyen, c'est 3 semaines et demie, vous permet de démarrer la prestation avec le prestataire que vous avez retenu. Alors concrètement, il s'agit dans un monde idéal de dérouler la première phase en 4 mois au maximum et la seconde phase en 4 mois aussi maximal, sachant que tout dépend, ces délais-là, ils dépendent finalement que de vous, entreprise bénéficiaire. Si vous êtes suffisamment alerté sur le sujet et que c'est un chantier suffisamment prioritaire, ça peut être fait en beaucoup moins de temps. Le chemin critique est rarement le prestataire. Et comme ce prestataire, il a besoin de dialoguer avec des gens, différentes personnes de chez vous, d'aller observer des choses de votre entreprise, tout ça, c'est des choses qui dépendent de vous, en fait, entreprise bénéficiaire. Donc ça, c'est important. Ça, ce sont simplement des délais administratifs max. La vérité, c'est que ça peut être fait en quelques jours aussi si le sujet est suffisamment prioritaire chez vous. La première phase, elle a une assiette de coût éligible de 8 000 €. Et dans le cas où on a des organisations industrielles avec plusieurs établissements industriels à aller auditer, il y a une bonification de 2 000 € par établissement supplémentaire. Et puis sur la phase 2, c'est 6 000 €. Le point important à retenir, c'est que dans la majorité des cas, si vous respectez les critères d'éligibilité, vous avez 80% de prise en charge. Ce qui fait que sur 14 000 €, vous n'avez qu'à décaisser 2 800 € pour l'intervention d'un prestataire qui fait quand même référence. Les PASI, je vous disais qu'il n'y en a qu'une quarantaine en France. C'est quand même le niveau gold, entre guillemets, des experts cyber. Donc économiquement, un reste à charge excessivement faible par rapport à la qualité des prestations qui sont produites. Autre point important, c'est que les rapports d'audit ou les rapports de l'analyse de risque sont communiqués à la DGA et non pas à BPI France. Alors nous, on les collecte d'abord pour des questions administratives, pour vérifier que le prestataire a bien fait son boulot et donc on autorise son paiement, mais aussi et surtout parce qu'il nous faut, et au travers de ce dispositif, on souhaite avoir une picture globale de l'état des vulnérabilités des uns et des autres, de manière à disposer d'une vision macroscopique des choses. On rentre rarement dans les niveaux de détail. En revanche, parfois, je ne vous le cache pas, quand une entreprise critique, très critique pour nous, et qu'à la lecture de certains rapports d'analyse de risque, on ne s'interdit pas de prendre le téléphone pour dialoguer avec le dirigeant, pour voir comment il compte réduire les vulnérabilités qui apparaissent dans ces rapports. Parce que finalement,
c'est l'affaire de tout le monde. Ces vulnérabilités deviennent une affaire collective parce qu'il faut courir un risque en étant sous-traitant d'un programme, comme je vous l'ai expliqué, à l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc c'est important aussi que, et c'est pas dans une logique de lui mettre la pression, c'est surtout dans la logique de l'aider, notamment à trouver des moyens de financement lorsqu'il faut investir. On a cherché quand même à faire quelque chose de très désincarné. Je vous parlais tout à l'heure d'un site internet BPI, mais au-delà de ça, on a quelqu'un chez nous qui s'occupe quasiment à temps complet de ce dispositif. Donc voici ses coordonnées. Notamment, c'est cette personne qu'il faut appeler si vous souhaitez vérifier votre éligibilité. Et puis, je vous ai indiqué aussi l'adresse internet du guichet BPI dans un second temps pour déposer vos dossiers si jamais vous êtes intéressé. Alors, juste pour conclure, ce DIAC Cyberdéfense, ce n'est pas le seul dispositif que la DGA a dans sa manche pour aider les entreprises à monter en maturité cyber. On entretient des rapports étroits avec les principales régions, les conseils régionaux en France qui hébergent la BITD. Et il s'avère que toutes les régions, Île-de-France en particulier, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, ont des chantiers, ont des feuilles de route cyber qui incluent notamment des guichets d'accompagnement aux entreprises. Et nous, on s'inscrit aussi dans cette logique partenariat État-région. Et lorsque, pour une raison X ou Y, une entreprise n'est pas éligible au DIAC Cyberdéfense, on a aussi d'autres options pour aiguiller cette entreprise vers un guichet régional qui fera peu ou prou la même chose et qui permettra à l'entreprise d'amorcer réellement un chantier d'amélioration de sa cyber. C'est d'autant plus urgent, et je finirai là-dessus, que, encore une fois, ça devient un nouveau cadre de conformité. Mais en tout cas, il faut que, je ne sais pas s'il y a des dirigeants d'entreprise parmi nous, mais il faut que vraiment le voir comme ça. Rentrer, demeurer dans le secteur de la défense en France va imposer ou impose d'ores et déjà d'intégrer ce champ de conformité pleinement parce que sinon il y aura un vrai risque d'éviction au travers du vecteur contractuel tel que je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc vous aurez post-réunion le document en tout cas la grille, parce que c'est finalement sous forme d'un fichier Excel, la grille des exigences du RMC niveau fondamental. Ça vous permettra de voir de quoi on parle. Il y a beaucoup d'organisationnels, il y a très peu d'investissements à réaliser par une entreprise pour atteindre ce niveau fondamental. Il s'agit beaucoup de dispositions RH organisationnelles au sein de votre structure. Il n'en sera pas de même pour les niveaux 2 et 3 que j'ai abordés tout à l'heure, même si aujourd'hui ils ne sont pas complètement décrits, donc ils n'ont pas été publiés. Mais aujourd'hui, pour être au niveau fondamental, nous on estime qu'il n'y a pas d'investissement d'achat ou dans de très rares cas à faire. En fait, toutes les entreprises disposent, sans le savoir, de mécanismes de cybersécurité, encore faut-il les activer. C'est notamment ce que demande ce référentiel, en plus des mesures organisationnelles. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je suis prêt à éventuellement y répondre. Merci pour cette présentation, Pierre Foulquier. Je n'ai pas vu de questions pour l'instant, mais on va peut-être laisser 30 secondes aux personnes pour pouvoir écrire des questions dans l'onglet questions si elles en ont. Et sinon, juste, est-ce que vous pouvez repréciser le périmètre des boîtes qui peuvent bénéficier de ce dispositif? Vous avez parlé de la BITD. Est-ce que alors, vous avez raison. Ouais. Les entreprises qui peuvent aujourd'hui prétendre au DIAC Cyberdéfense sont des entreprises qui, à date, sont sous-traitantes d'un programme d'armement. Ou alors sont en contrat direct avec le ministère des Armées, par exemple dans le cadre de missions de soutien. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que ces entreprises aient une certaine criticité dans la chaîne de valeur. Oui. Elles ne le savent pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la démarche de demander si on est éligible, parce qu'on a beau être dans
une chaîne de sous-traitance, si vous êtes très facilement substituable, pour parler clairement, on ne peut pas vous accorder le DIAC cyberdéfense. S'il est compliqué pour nous de vous remplacer, vous aurez droit au DIAC cyberdéfense. Voilà, c'est ça la règle. Donc, en gros, on contacte le contact que vous avez donné et puis on voit si on est éligible. En revanche, même si on vous dit non, la consigne est passée aux équipes de vous proposer une alternative en termes de guichet de financement. C'est aussi important à savoir. On a quand même pas mal d'accords avec les partenaires en région. On doit pouvoir trouver une solution. Très bien, parfait. Et de toute façon, restez dans le coin. Si jamais il y avait des questions qui arrivaient dans l'onglet questions, vous pourrez toujours répondre à l'écrit. Et puis, de notre côté, on va continuer avec les autres présentations. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et on continue donc cette présentation. Alors, on revient à quelque chose qui est un petit peu plus de l'ordre de l'appel à projet, mais c'était important qu'on entende ce dispositif qui est crucial pour nos membres. Et on va commencer, avant de parler Europe, on va parler IA, intelligence artificielle, avec notamment les challenges IA et le challenge IA pour la transition énergétique qui est proposé par la région Île-de-France avec RTE. C'est dans la continuité du plan intelligence artificielle de la région. Il lance ce challenge à destination des TPE, PME, ETI qui peuvent se mettre en groupement avec éventuellement un laboratoire. Donc c'est soit une PME au sens large, de TPE à ETI, soit une PME qui répond, soit un groupement de plusieurs PME, soit un laboratoire avec une ou plusieurs PME. Il y a il y a un seul lauréat, mais avec un beau résultat, une subvention de 500 000 € à la clé, avec un taux, c'est une forme de subvention, donc c'est un taux de 40 à 60% selon qu'on est ETI ou TPE. Et les laboratoires, eux, sont financés à 100% avec un maximum de 120 000 € dans le cadre du potentiel groupement. Comment ça fonctionne ces challenges? En fait, on a RTE qui a un besoin en intelligence artificielle, un besoin très concret, qui met ce besoin sur la table et qui fait appel à des PME. Il lâche quelques données pour que les PME puissent faire quelques tests. Et sur la base justement des résultats et des dossiers qui seront présentés, un lauréat sera désigné. Le process est simple et en plusieurs phases. Donc là, les inscriptions viennent de s'ouvrir mi-mai. Vous avez jusqu'au 2 juillet pour candidater, avec juste un dossier administratif de qui vous êtes. En gros, c'est la première phase, c'est très simple. C'est vraiment identifier qui souhaiterait se positionner sur ce challenge. Donc, c'est assez rapide à monter cette première phase du dossier. Et sur cette base de premier dossier, il y aura une sélection de 10 candidats par défi, parce qu'on a 2 défis, qui seront désignés. Ces 10 candidats auront accès à quelques données de RTE et évidemment à la définition précise du challenge pour pouvoir faire tourner un premier algorithme qui pourra faire de l'apprentissage sur ces données et vérifier que ça fonctionne, que ce que propose la boîte tourne bien sur ces données qui sont ouvertes. Et ensuite, il y aura un ensemble de données qui seront cachées pour les candidats, qui seront cachées à l'ensemble des participants, et ils feront tourner leur algorithme sur ces données, et ça donnera un résultat, et c'est notamment sur la base de ce résultat et d'un dossier un peu plus complet expliquant la démarche que les lauréats seront sélectionnés. Enfin, que le lauréat, sera sélectionné, puisqu'il y en aura qu'un. Le lauréat pourra être un groupement, vous l'avez compris avec la slide précédente. Voilà,
Voilà, donc ça, tout ça, ça se passe, cette phase-là se passe à la rentrée jusqu'au 15 septembre. Vous avez pour répondre avec la réponse un petit peu plus structurée si vous faites partie des 10 présélectionnés. Quel est maintenant concrètement le challenge? Alors, il y a un dossier sur lequel vous pourrez, vous pouvez aller regarder le dossier qui est très complet, hein. Il y a une 50aine de pages pour décrire le challenge de RTE. Et donc, RTE, en tant que gestionnaire des réseaux électriques, surveille et contrôle ce réseau électrique en continu. Et pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, ils ont besoin d'intégrer massivement des énergies renouvelables. Mais ces nouvelles ressources, qui sont variables, et couplées à un réseau qui est poussé au plus près de ses limites, posent de nouveaux défis opérationnels complexes. Donc on est dans le mix énergétique. Comment intégrer au mieux des nouvelles énergies qui ont leurs propriétés et pour que ça fonctionne dans un réseau déjà existant et déjà assez tendu. Donc l'idée, c'est de faire un outil d'aide à la décision qui utilise de l'IA pour assister les dispatchers de RTE, pour améliorer la prise de décision dans la gestion du réseau, pour renforcer la stabilité et la résilience suivant différents scénarios de mix énergétique et réduire les impacts environnementaux, les congestions et les coûts de fonctionnement du réseau. En particulier, il y a deux défis qui sont bien définis dans ce challenge. Un premier défi Sim2Real d'évaluation de l'adaptabilité de l'agent à fonctionner dans un environnement différent de celui sur lequel il a été longuement entraîné. Donc là, toutes les boîtes qui seront intéressées qui proposent du reinforcement learning, notamment, là l'idée c'est de faire de l'apprentissage sur des données en quantité simulées, avoir quelques données réelles, et justement faire que l'outil développé apprenne sur ces données simulées, mais fonctionne toujours sur les données réelles. Deuxième défi assistant, c'est l'évaluation de la capacité de l'agent à collaborer efficacement avec un opérateur humain. En gros, on a un agent qui doit lever des alertes. On a besoin absolument que toutes les alertes puissent être levées, mais d'un autre côté, il ne faut pas lever des alertes trop souvent pour rien. Donc, trouver le juste milieu et pour que l'outil puisse être utilisable par un humain. Là, je vous l'ai présenté évidemment très rapidement. Ça sera beaucoup plus intéressant d'écouter RTE qui présentera vraiment le dossier de manière approfondie, et notamment, on a un webinaire qui aura lieu cet après-midi à 17h, dans lequel tout ce challenge sera développé et sera présenté. Donc n'hésitez pas, vous avez normalement dans une pop-up qui vient de s'afficher le lien, si vous cliquez sur info, vous aurez le lien pour vous inscrire à ce webinaire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à cliquer sur info pour vous inscrire. Ça, c'était pour le challenge transition énergétique de la région. J'ai un deuxième, Thierry, j'ai un deuxième challenge, mais tu peux rester, ça va pas être très long. Un deuxième challenge à vous présenter qui n'est pas cette fois de la région. Ce sont les challenges IA pour lesquels Systématique est accompagnateur de BPI France. Je vous en ai souvent parlé dans ces webinaires. On est accompagnateur sur l'aspect mobilité, mais il y a 4 thèmes dans ces challenges: transport, mobilité, sécurité, défense, santé et environnement. Là, il y a la phase 4 qui va s'ouvrir. Alors, ces challenges, comment ça fonctionne? On fait d'abord un appel à manifestation d'intérêt sponsor, et c'est ça qui va bientôt s'ouvrir pour la vague 4. Donc là, on recherche plutôt, si on reprend l'exemple du challenge de la région juste avant, l'équivalent de RTE qui va arriver avec un problème bien précis à solutionner avec de l'intelligence artificielle. On sélectionne les sponsors et on lance vraiment des challenges pour ces sponsors. Et ensuite, on fait un appel à PME pour répondre à ces
à ces challenges de nos sponsors. Pour les sponsors, il n'y a pas de flux d'argent, ils arrivent seulement avec leurs problématiques et ils amènent leurs données, ils amènent un petit peu de temps quand même. Et un POC sera réalisé par le lauréat PME. Le POC sera subventionné, la PME va toucher de l'argent pour faire ce POC. Le sponsor pourra utiliser pendant un certain temps ce POC, mais toute la propriété intellectuelle restera quand même du côté de la PME qui pourra ensuite traiter avec le sponsor s'il y a un intérêt. Ça permet de faire un premier dérisquage sur le produit qui est développé dans le cadre de ce POC. On est donc, comme je vous le disais, dans la partie appel à manifestation d'intérêt sponsor qui va bientôt s'ouvrir dans quelques semaines. Moi, on n'a pas encore les dates. Donc, si vous êtes un donneur d'ordre, n'hésitez pas à me contacter, même si vous n'avez pas bien compris le dispositif, mais que vous avez un intérêt à intégrer de l'IA dans vos process, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ensemble si ce dispositif peut être intéressant pour vous. Voilà, et donc ça c'était donc la deuxième partie des challenges, ça s'appelle pareil Challengia, mais le premier c'était la région Île-de-France et le deuxième c'est plutôt l'État avec BPI France. Et je passe donc la parole à Thierry Louvet qui est le directeur Europe et international de Systématique. Merci Johan, bonjour à tous. Et effectivement, j'ai précipité ma montée sur scène tellement j'avais hâte de vous présenter les appels à projets qu'on a sélectionnés pour vous sur le volet Europe. Je vais vous parler effectivement de ce qu'on appelle les open calls dont les dates de soumission s'échelonnent, on va voir juste après, entre au gros fin juin et fin juillet. Alors, pour rappel, parce que je pense que c'est important de le dire, quand on parle de financement européen, on rentre dans un domaine assez complexe puisqu'il y a beaucoup de programmes, de travail, il y a beaucoup de guichets finalement même au sein de l'Europe. Et celui dont on veut vous parler aujourd'hui spécifiquement, et on l'a fait lors des webinaires précédents, ce sont les appels à projets dits open call en cascade funding. Alors, on utilise le terme cascade funding. Le terme officiel de la Commission européenne, c'est Financial Support for Third Parties, FSTP. Ça, c'est le terme vraiment officiel. Il y a une définition réglementaire. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait au sein de projets existants, aujourd'hui des projets Horizon Europe, auparavant Horizon 2020, il existe un mécanisme en fait de redistribution sous forme de subventions, essentiellement vers les startups, PME et ETI. Alors, PME au sens européen du terme, et quelquefois aussi ce qu'on appelle les scale-up. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais pour l'essentiel, ce sont les PME au sens européen du terme. Et ça veut dire en fait concrètement qu'il y a dans ces projets une part du budget qui peut être assez conséquente, ça peut aller jusqu'à quelquefois 70%, qui sont consacrés à de la redistribution de financement via ce qu'on appelle les open calls compétitifs. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir faire bénéficier un écosystème spécifique d'entreprises de subventions, qu'on appelle des mini-grants, avec des montants qui peuvent être variables. Ça peut être des programmes d'accompagnement, voire des systèmes de transfert de connaissances. Donc en fait, chaque open call, et ce que je vais vous présenter juste après, ont leur spécificité, ils sont sur des thèmes spécifiques, ils ont leurs propres règles, même si ils doivent se conformer à un règlement général. Et voilà, il faut les regarder un par un et bien s'assurer de remplir les critères d'éligibilité. Pour mémoire, Systématique est partenaire de projets de ce type-là dans lequel sont intégrés des open calls. Alors, c'est le cas du projet REACH. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a eu un datathon avec les entreprises qui ont été sélectionnées dans le cadre de cet open call. C'est le cas du projet Security. C'est le cas également d'EU Alliance, de RIMA, du projet ADMA Transformer. Voilà. Vous avez les logos là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller soit dans votre moteur de recherche favori, soit sur
le site web de Systématique pour aller regarder ces projets et voir si les thématiques qu'ils couvrent. Donc, ce que je vous propose maintenant, après ce court rappel, c'est en fait de vous présenter rapidement ce que l'équipe Europe au sein de Systématique a sélectionné en termes d'open call, donc actuellement ouvert, et dont les dates de clôture s'échelonnent donc entre la fin juin et la fin juillet. Alors, le premier est un peu particulier. Le projet s'appelle standict.eu 2026. Et en fait, il s'adresse plutôt à des experts dans le domaine de la standardisation, dans le domaine des TIC, donc avec une date butoir de 10 juillet. Alors, petite subvention jusqu'à 10 000 €. Éligibilité, c'est plutôt donc des représentants de PME, voire des académiques, et qui ont une expérience évidemment dans le domaine de la création de normes et de standards. Comme pour les webinaires précédents, on indique à chaque fois les hubs et enjeux systématiques qui sont concernés par les thématiques. Donc, pour l'essentiel, c'est la quasi-majorité des hubs et enjeux de systématiques. Donc voilà. Donc, et puis le point clé, donc c'est effectivement la notion d'établissement de nouveaux standards dans le domaine des TIC par le biais d'ateliers, de commentaires sur des drafts de standards, des réunions, des présidences de réunions dans les organismes de développement de standards, etc. Et vous avez à chaque fois le lien pour aller spécifiquement vers l'open call concerné. Donc ça, c'est le premier, c'est donc standict.eu. Le suivant s'appelle TargetX. Donc ça, c'est un appel à projet plutôt dans le domaine de la 5G, avec des appels à projets de TRL7 pour identifier des solutions qui s'appliquent à des verticaux. Donc, vous les voyez, ils sont indiqués là: énergie, automobile, construction, manufacturing, robotique. La deadline est un peu plus éloignée, 26 juillet, jusqu'en 120 kg, 70% des coûts éligibles. Là aussi, particularité, il faut bien regarder à chaque fois, chaque open call, il y a les éligibilités, les critères d'éligibilité. Ça peut être une PME seule, ça peut être un consortium de 2 PME établis dans un État membre de l'Union européenne ou un pays associé. Et le consortium, dans le cas d'un consortium, de comprendre un fournisseur de technologie et un end-user, ou éventuellement 2 end-users. Donc là, on est sur la notion de test et développement de dispositifs 5G, appliqués donc à des cas d'usage ou à un cas d'usage parmi les verticales qui sont mentionnés plus haut. Et un point à noter, c'est que il faudra accepter que les résultats des projets soient effectivement en accès libre. Hein, c'est la notion d'open access ou d'open science. Et donc, il faut être voilà, si vous avez des difficultés par rapport à ça en termes de propriété intellectuelle ou de devoir divulguer certaines informations, évidemment, il vaut mieux pas candidater pour ce type d'appel à projet, mais c'est la règle qui s'applique avec cet open call. L'open call suivant, là on est dans le domaine de la transformation numérique et verte dans les industries qui sont énergivores, qui sont fortes consommatrices d'énergie. Deadline, date butoir, donc 31 juillet, subvention jusqu'à 180 kg. Là, il est question plutôt de consortium d'entreprises de 2 à 3 PME européennes qui associent donc des industries donc fortes consommatrices d'énergie et des fournisseurs de solutions numériques appliquées à ces industries. Donc on est sur les prototypages, démonstrateurs, voilà. Et on est évidemment dans le gros enjeu actuel, hein. C'est un enjeu dans Systématique, mais c'est évidemment un enjeu européen et mondial, la décarbonation de l'industrie, la souveraineté en termes énergétiques et la souveraineté et veiller à être moins dépendant de l'extérieur pour notre consommation d'énergie. Ensuite, on passe à des appels à projets qui sont en fait dans un programme qui est assez large d'ailleurs, qui s'appelle NGI, New Generation Internet. On en a sélectionné quelques-uns pour vous ici. Le premier, alors il est particulier puisque il vise à financer des activités avec des partenaires nord-américains, donc USA et Canada ici en l'occurrence. Donc, deadline, donc 31 juillet, 100 kg € par bénéficiaire, donc
il faut être effectivement associé à un partenaire nord-américain. Et là, on est dans des activités qui sont identifiées en termes de challenge. Hein. On en a cité quelques-uns ici, infrastructure, sécurité post-quantique, blockchain. Et donc, encore une fois, coopération transfrontalière, enfin en l'occurrence avec l'Amérique du Nord. Et point important, c'est un focus sur les logiciels open source, donc logiciels libres. Voilà, c'est ce qui caractérise d'ailleurs le programme NGI, et en l'occurrence cet appel à projet NGI Sargasso. Le suivant est également intégré dans le domaine d'une generation Internet. Celui-là, donc, il est plutôt sur l'aspect Internet, Open Internet, avec des montants qui sont qui vont de 5 000 à 50 000 euros. Voilà, on est donc là plutôt dans l'architecture de l'Internet ouvert, matériel, logiciel, protocole. Voilà, vous avez le résumé, hein, des points clés, vous pouvez les lire comme moi. Et là aussi, l'importance de travailler en licence, enfin en open source, en logiciel libre. C'est ce qui caractérise en particulier les appels à projets NGI. Et le suivant est aussi sur le domaine de l'Internet, Entrust. Donc, encore une fois, chaque appel à projet est spécifique, hein, et couvre des domaines qui sont définis à chaque fois avec leur propre date butoir, leur propre budget, et des domaines qui sont définis ici, c'est architecture, protocole, services autour de la RGPD, et là aussi, on est dans le domaine du logiciel libre. Voilà, et vous avez à chaque fois les liens pour aller vers les sites internet de ces projets européens et vers les open calls correspondants. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des appels à projets qu'on a sélectionnés pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis là le mail de l'équipe Europe, donc n'hésitez pas à nous contacter. Sur ces appels à projets-là, ces open calls-là, ou sur d'autres sujets liés aux appels à projets européens, notamment les appels à projets Horizon Europe, n'hésitez pas à nous contacter et on reviendra vers vous, soit par mail, soit on organise éventuellement une réunion par Teams ou autre en visioconférence. Et je crois qu'il me reste, avant de rendre l'antenne, comme on dit, à mes collègues, à vous rappeler que donc Systématique vous accompagne dans vos projets de R&D. Hein, ça c'est pour tous les guichets, hein, qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens. Et on vous rappelle en particulier de soumettre, si vous avez des dossiers, hein, des projets, de soumettre si possible 1 mois avant la date de clôture, et vous avez une adresse mail spécifique pour cela, vous pouvez l'avoir sur cette planche. Également, vous rappelez que l'accompagnement et les demandes de labellisation sont gratuites pour les membres de Systématique, ça fait partie de l'offre de service du pôle quand on est membre du pôle. Et puis, il y a également une autre adresse mail qui renvoie vers le service innovation de Johan. Quand vous avez des renseignements spécifiques, des questions, par exemple l'éligibilité sur un appel à projet, vous pouvez également utiliser cette adresse mail-là. Voilà, je crois que c'était la dernière planche, en l'occurrence. Je ne sais pas si, Johan, je te laisse le mot de la fin, ou si c'est à moi de le faire. En tout cas, merci pour votre attention. Je peux clôturer, pas de souci. Merci à tous pour votre participation. Et on se retrouve dans un mois. Et dans un mois, le webinaire aura lieu dans notre grande session SODIP Tech. On aura 3 jours de webinaire sur les offres du pôle, sur les technologies du pôle. Pensez bien à vous inscrire à ce webinaire SODIP Tech, ça va être très riche, très dense. C'est notre convention annuelle qu'on a décidé de basculer en mode délocalisé parce que ça nous permet d'atteindre plus de monde, de faciliter la vie à tout le monde. Donc on teste cette année 3 jours plutôt que d'essayer de faire rentrer en 3 heures de plénière tous nos sujets. On fait 3 jours complets sur nos technologies, sur nos offres, et donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et au mois prochain, à bientôt.